Mais maintenant, je voudrais vous présenter donc Laurence Rouy, qui est donc responsable du pôle modélisation environnementale et décision à l'INERIS. Donc l'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement industriel, industriel et risque, exactement. Voilà. Et avec Laurence, on se connaît depuis un certain temps. On a co-développé le modèle Chimère, qui est un modèle de qualité de l'air, de simulation de qualité de l'air, qui est utilisé à la fois pour des études scientifiques, pour l'aide à la décision, et également pour la prévision des pics de pollution. Donc actuellement, il fonctionne. Hein, donc voilà. Donc je pense que Laurence va vous parler de cela aussi. Et donc voilà, on est très heureux que tu sois là et que tu nous donnes cette conférence. Donc 40 minutes à peu près. Après, il y a un débat, et le public, c'est un public qui aime bien poser des questions, qui débat bien. Donc voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Merci Mathias. À vous. Merci Mathias et bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là, d'avoir l'opportunité de vous présenter quelques éléments d'études, de contexte sur cette question que l'on se pose de temps en temps. Est-ce qu'il faut choisir de lutter contre la pollution atmosphérique ou contre le changement climatique? Est-ce que vraiment on peut faire les deux, ou est-ce qu'au contraire cela créerait trop d'antagonisme? Donc on va explorer les différents aspects de cette question. Donc je commencerai par poser un petit peu les enjeux de ces problématiques. Quels sont les enjeux liés à la pollution atmosphérique? Qu'appelle-t-on pollution atmosphérique et ceux liés au changement climatique? Comment se convergent-ils? Comment se retrouvent-ils? Après, je vous démontrerai, en fait, je vais répondre tout de suite à la question, non, évidemment qu'il ne faut pas choisir, et évidemment qu'il faut faire les deux. Ça semble, voilà, je ne vais pas vous dire le contraire, et je vais vous le démontrer quand même, mais je vais aussi vous démontrer après qu'une fois qu'on a dit qu'on allait faire les deux, il y avait quand même quelques principes de précaution, quelques précautions à prendre pour justement ne pas faire n'importe quoi et ne pas tomber dans des situations un petit peu difficiles après en termes de gestion environnementale. Et puis je finirai peut-être par quelques mots sur la situation d'aujourd'hui, de cette semaine, la situation à venir, parce que ça donne une bonne illustration de tout ce que l'on aura vu avant. Donc, lorsque l'on parle de climat et de pollution de l'air, de pollution atmosphérique, en fait, on parle des deux principaux enjeux environnementaux qui préoccupent la population générale, la population française et la population européenne, et puis j'imagine dans beaucoup de parties du monde. Donc ça, c'est juste un résultat de sondage. En fait, c'est un baromètre que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit tous les ans en faisant des enquêtes auprès des personnes sur leur perception des risques. Qu'est-ce qu'ils pensent être le plus condamnable, risqué dans notre vie actuelle. Et puis il y a un item spécifique aux enjeux environnementaux, et donc vous voyez que pour 48% des personnes, le réchauffement climatique est l'enjeu principal, pour 33% c'est la pollution de l'air, et les autres enjeux arrivent après. Donc là, on parle vraiment d'une préoccupation qui est au cœur de ce qui intéresse les personnes. La pollution atmosphérique. Qu'est-ce que c'est? En deux mots, donc vous avez eu d'autres conférences qui ont introduit pas mal de notions, donc du coup je vais pouvoir rester relativement simple et voire superficielle. On parle de pollution atmosphérique lorsqu'on parle d'un déséquilibre lié à la présence de substances chimiques potentiellement toxiques dans les basses couches de l'atmosphère, c'est-à-dire dans la troposphère libre, c'est-à-dire là où l'on respire. À partir du moment où il y a un déséquilibre par rapport à l'air pur, on peut commencer à parler de pollution atmosphérique. Selon les substances dont on parle, il y a évidemment des effets sur l'homme, sur la santé humaine, des effets environnementaux. Les impacts sanitaires, là c'est un fait avéré, se traduisent en termes de mortalité,
c'est-à-dire de mort prématurée, de nombre d'années de vie perdue, ou en termes de morbidité, c'est-à-dire en termes d'effets sanitaires, par exemple, des maladies chroniques, qui sont pour la plupart des maladies chroniques respiratoires, des maladies cardiovasculaires, ça peut également être l'asthme. Également, vous vous rappelez peut-être qu'en 2013, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est un centre de l'Organisation mondiale sur la santé, a classé les particules fines, sans distinction, comme un polluant atmosphérique cancérigène. Donc, on peut également imaginer d'autres types d'effets que les maladies respiratoires et les accidents cardiovasculaires. 400 000 morts prématurées par an en Europe, c'est l'estimation qui est donnée aujourd'hui par l'Agence européenne de l'environnement. Ces 400 000 morts seraient imputables aux particules fines que l'on respire, et l'estimation pour la France est de l'ordre de 48 000. Également, on parle beaucoup de particules fines, c'est vrai que c'est l'enjeu principal, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres polluants chimiques qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, l'ozone, le dioxyde d'azote, qui respectivement seraient responsables de 75 et 18 000 morts prématurées en Europe par an. Les impacts environnementaux. En effet, la santé, c'est le principal, mais la pollution a également des effets environnementaux, l'acidification. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, lorsqu'on a commencé à vraiment se préoccuper de pollution atmosphérique, la raison principale, c'était en fait l'acidification des lacs, à cause des pluies acides, à cause des phénomènes de pluie acide. Donc vraiment, la genèse de la prise de conscience du problème de la pollution atmosphérique, elle était liée à un polluant que je ne cite pas d'ailleurs ici, qui est le dioxyde de soufre, parce que finalement, on a réussi à régler plus ou moins le problème du dioxyde de soufre, mais à l'époque, il était responsable des pluies acides et de l'acidification des lacs, des rivières et des écosystèmes. Autre problème qui est encore, par contre, qui n'est pas encore réglé aujourd'hui, c'est celui de l'eutrophisation et de la perte de biodiversité. Je vous expliquerai juste après. Et puis, il y a également des effets néfastes de l'ozone sur les cultures, sur les écosystèmes et sur les rendements agricoles. Alors, juste pour justement illustrer ce que je disais à l'instant, ce phénomène d'eutrophisation, en fait, l'eutrophisation, c'est l'excès de nutriments. En fait, il y a trop d'azote. Il y a trop d'azote qui se dépose sur les sols, sur les écosystèmes aquatiques, et c'est là où on va voir les algues vertes. Les phénomènes d'algues vertes sont liés à ces problèmes d'eutrophisation. Quand on va les appliquer, quand on va les transposer aux problèmes d'écosystèmes terrestres, comme nos forêts, là, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des espèces qui vont pousser très très vite parce qu'il y a beaucoup d'azote, elles vont prendre tout l'espace et il y en a d'autres qui vont simplement disparaître. Et voici le même carré de végétation avant les dépôts d'azote et après les dépôts d'azote. En fait, après, il ne reste plus que du trèfle. Donc, perte de biodiversité. Autre exemple un peu illustré, les impacts de l'ozone, donc des dépôts cette fois d'ozone sur les écosystèmes. Alors là, c'est une expérience qui a été menée à l'échelle mondiale, qui est assez, il y a quelques années, qui est assez intéressante, où on a exposé des cultures à l'ozone, puis les autres, on les a préservées. Il y avait donc dans différents pays du monde des plants qui étaient qualifiés comme résistants à l'ozone, et puis d'autres qui étaient au contraire, qui recevaient l'ozone comme un fardeau. Et donc, voilà le résultat. À chaque fois, sur chaque petite image, à gauche, vous avez ceux qui ont résisté, qui n'étaient pas exposés en fait à l'ozone, et à droite, ceux qui étaient exposés. Et vous voyez, alors là, ils sont tout rachitiques, là, ils sont beaucoup plus petits, là, les feuilles jaunissent. Bref, il y a des effets tangibles qui ont été quantifiés en termes de rendement agricole. On estime qu'en Europe, maintenant, les effets de l'ozone conduiraient à une réduction des rendements agricoles de 10 à 15% en fonction des pays. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc ça, c'était pour les écosystèmes. Lorsque l'on va parler de la santé, on va s'intéresser à différents polluants. Je vous en ai cité quelques-uns. Donc les particules. Je parlerai peut-être de PM10, particules de diamètre inférieur à 10 microns,
PM2,5, particules de diamètre inférieur à 2,5 microns. Les particules fines, certainement les plus nocives pour la santé parce qu'elles rentrent plus facilement dans le système pulmonaire. L'ozone, le dioxyde d'azote, le benzoapyrène, c'est un élément qui est issu des processus de combustion qui est cancérigène, et donc le dioxyde de soufre. Et donc là, ce qui est représenté, c'est le pourcentage de la population en Europe qui est exposée aux valeurs seuil pour chacun de ces polluants, définis pour chacun de ces polluants, dans la réglementation européenne et par l'Organisation mondiale pour la santé. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas forcément le même nombre de gens qui sont exposés parce que ce n'est pas les mêmes seuils. La réglementation, elle donne des seuils qui sont, soyons clairs, quand même relativement ambitieux, mais qui ne sont certainement pas assez ambitieux par rapport à ce que recommandent les spécialistes de l'Organisation mondiale pour la santé. Donc les seuils sont moins élevés pour l'Organisation mondiale pour la santé, et donc il n'y a plus de personnes qui sont exposées au dépassement de ces seuils. Ce que vous voyez, c'est que, en effet, donc le problème du SO2, si on prend la réglementation, il est éradiqué. Si on prend les recommandations de l'OMS, il y a encore des efforts à faire. Mais ce que vous voyez qui est le plus marquant, particules, ozone, benzoapyrène, ce sont les polluants pour lesquels le niveau d'exposition des populations est encore beaucoup trop élevé en Europe. Même si cela s'arrange, là est représentée une carte d'Europe avec la perte d'espérance de vie attribuable à l'exposition aux particules fines. C'était en 2005. Ça se chiffre en mois. Il y a des pays, notamment en Europe de l'Est, pour lesquels on atteint presque 9 à 12 mois de perte d'espérance de vie. Néanmoins, depuis 2005, les choses se sont un tout petit peu arrangées parce que justement, il y a une prise de conscience, il y a des réglementations pour limiter les émissions des polluants atmosphériques. Et donc, petit à petit, on a une tendance à la réduction du nombre de morts prématurées, du nombre de mois ou d'années de vie perdues dans les différents pays européens. Et ça, c'est une tendance de cette réduction de la mortalité. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, c'est en Allemagne que la réduction est la plus importante, mais des pays comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni enregistrent également des résultats assez encourageants. Par contre, il y en a d'autres dans lesquels il y reste beaucoup à faire. Donc ça, c'est la vision, européenne, mais il y a des études évidemment qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde entier et qui permettent aussi de relativiser la position de l'Europe, de la France par rapport aux autres pays. Alors bon, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent sur ces sujets. Donc là, j'ai pris un schéma qui est assez connu, qui est issu de travaux de l'OCDE, et c'est la mortalité attribuable, donc encore une fois, à l'exposition aux particules fines par million d'habitants. Donc comme ça évite d'avoir la taille du pays qui influence les chiffres. On ramène tout à 1 million d'habitants. Et quels sont les pays qui sont... Alors c'est pour différentes années, 2000, 2005, 2010, 2015. Et quels sont les pays qui sont les plus exposés ? Vous allez avoir la Chine, l'Inde, la Fédération de Russie. Intéressant, on oublie trop souvent de dire qu'on a certainement un problème tout à l'est de l'Europe. Également, la Hongrie. La Hongrie a quelques soucis. Elle vient d'être d'ailleurs condamnée par la Cour de justice européenne. Et puis, situons la France, qui est à un niveau relativement médian. Donc ça, c'est la partie pollution atmosphérique. Pollution atmosphérique, effet sur la santé, effet sur les écosystèmes. Quand on parle de pollution atmosphérique, on parle aussi d'effets à relativement court terme. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire ressentir, ces effets, dans les quelques années qui suivent l'exposition et puis tout le long de la vie.
Également, si on arrive à réduire les sources et à réduire les niveaux auxquels on est exposé, généralement, le bénéfice se fait ressentir également à court terme. On n'attend pas la génération suivante pour voir les bénéfices. Ça, c'est vraiment caractéristique des enjeux de pollution atmosphérique, du court terme, souvent des enjeux locaux, mais pas que. Les enjeux du changement climatique sont quelque peu différents. Ce sont des enjeux évidemment de moyen à long terme et qui peuvent impacter toutes les parties du monde avec des effets que vous connaissez. Hein. C'est vraiment un bref résumé. La fonte des glaces, l'élévation du niveau des mers, les inondations, les événements météorologiques extrêmes, vagues de chaleur, sécheresse, incendies. Vous avez peut-être entendu, en effet, il y avait hier pas mal de reportages sur les incendies en Corse. Est-ce qu'on pourrait les expliquer par le fait que cette sécheresse est due au changement climatique, ou alors au contraire des phénomènes d'inondation hivernale, et puis des hivers aussi extrêmement rigoureux dans certaines parties du monde. Impact sur les environnements naturels, perte de biodiversité, sur la santé humaine, exposition à des très hautes températures, exposition à des très basses températures, coût pour la société, c'est évident, et enjeu géopolitique fort. C'est certainement d'ailleurs le principal problème. Là aussi, peut-être avez-vous déjà vu cette représentation, mais je trouve qu'elle est assez parlante. C'est issu d'un rapport du GIEC, et où en fait sont cartographiés les différents types d'effets imputables au changement climatique, donc sur les systèmes physiques, sur les systèmes biologiques, sur les systèmes humains, et tout cela à travers le monde. Et là, on prend conscience déjà de la diversité de ces effets, et puis aussi du fait qu'il n'y a absolument aucune frontière. Tout le monde est complètement concerné par cette problématique. Donc, pour tenter de faire quelque chose, de mobiliser les États dans l'action de lutte contre le changement climatique, il y a cette conférence des parties qui a lieu tous les ans. Donc, à Paris, il y a 2 ans, il y avait la conférence, la COP21 à Paris, et qui avait été assez forte, assez médiatisée, parce qu'il y avait justement des engagements plus ambitieux, je dirais, que d'habitude, et qui prévoyaient de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de l'objectif des 2 degrés à l'horizon 2100, dont on parle tout le temps, par rapport au niveau pré-industriel, et poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures, si possible à 1,5 degré Celsius. Donc ça, c'était l'engagement, c'était la volonté des accords de Paris. Bon, on sait déjà maintenant qu'on en est loin. Les prévisions du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts pour la lutte contre le changement climatique, estiment qu'on est plutôt sur une trajectoire de plus 3 degrés, et que déjà en 2030, on aura atteint un réchauffement de plus 1,5 degré. Donc les prévisions sont quand même très pessimistes. Et donc il est important d'agir, c'est certainement la priorité, ça devrait être la priorité de tous les donneurs d'ordre à travers le monde. Et donc d'agir, en effet, sur le CO2. Alors là, lorsqu'on parle gaz à effet de serre, changement climatique, on pense CO2, mais pas que. En effet, le CO2, c'est le principal contributeur, le principal facteur explicatif du changement climatique, ce gaz à effet de serre, mais il y en a d'autres. Il y a le méthane. Alors là, c'est un schéma en fait qui est très très connu, qui traîne dans plein de bouquins, dans plein de présentations, et qui fait en fait la synthèse de la problématique justement du changement climatique, et donc de la composition de l'atmosphère qui va influencer les changements climatiques, avec la liste de tous les facteurs qui influencent le changement climatique, et le degré de gravité qui se mesure par ce que l'on appelle le transfert radiatif. C'est en fait une mesure du réchauffement,
ce que c'est rouge, ça réchauffe, c'est bleu, ça refroidit. C'est en fait une sorte de mesure, c'est en watts par mètre carré. Et donc, pour tous ces facteurs, on a estimé, à l'aide de modèles, de projections, de plusieurs modèles, de plusieurs travaux, quelle pourrait être la fourchette de la contribution de ces facteurs au changement climatique. Et donc, vous voyez là, par exemple, le CO2, c'est celui qui contribue le plus au réchauffement, qui a le plus gros niveau de forçage radiatif. Donc, je disais, il y a également le méthane, et puis il y a également l'ozone, dont on vient de parler en tant que polluant atmosphérique. Donc là, on commence à voir comment peut se faire le lien. Il y a, donc ça, c'est pas un polluant, c'est en fait les caractéristiques de notre sol, de la surface terrestre. Et notamment, vous voyez Black Carbon on Snow, c'est les dépôts de carbone suie, donc de particules sur des surfaces bien blanches, l'Arctique par exemple, sur la neige. Normalement, ça devrait réfléchir. Et bien là, ça absorbe ces dépôts de carbone suie qui noircissent la neige, vont contribuer à absorber la chaleur. Et puis là, vous voyez, là aussi, on va commencer à rentrer dans les liens et dans la complexité des liens. Total aérosol. Alors, les aérosols, en gros, là aussi je vais schématiser, on va les assimiler à nos particules, les particules dont on parlait. Et là, on voit que finalement, il y a des effets directs du fait de leur nature. Les particules, donc, c'est des composants que l'on va retrouver dans la composition chimique de l'atmosphère, qui ont un effet sur le forçage radiatif. Ben là, il est plutôt refroidissant. Et il y a des particules qui sont très refroidissantes. Par exemple, les aérosols de sulfate, ce qui est justement issu du SO2 qu'on a éradiqué. Donc il y a des gens qui disent « Oh là là, on n'aurait jamais dû ». Mais bon, laissez-moi finir, je vous dirais « Non, c'est pas très grave ». Il y a également des effets sur les nuages. Les particules, elles vont elles vont influencer la dynamique de formation des nuages. Et ça a également un effet sur le changement climatique par l'intermédiaire de ce forçage radiatif. Et là, vous voyez, il est plutôt dans le bleu. Donc l'effet, selon les modèles, est plutôt refroidissant. Mais il n'empêche que lorsqu'on regarde le total, au total, on a quand même un problème, on réchauffe, indubitablement, c'est prouvé, avec nos émissions anthropiques, on réchauffe l'atmosphère qui nous entoure, et donc c'est le début du changement climatique. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, les interactions entre le climat et la pollution atmosphérique. Alors, comment se font ces interactions ? Donc, quand on parle de climat, de changement climatique, on parle de gaz à effet de serre. On a vu le CO2, le méthane, l'ozone, il y en a d'autres, mais bon, principaux. Quand on parle de qualité de l'air, on parle de polluants atmosphériques, de polluants toxiques. Il y a des gens qui préfèrent parler de polluants toxiques pour bien dire que c'est mauvais pour la santé. On parle beaucoup d'ozone, de particules. Je vous ai cité le dioxyde d'azote aussi, le benzoapyrène, mais on va beaucoup se concentrer sur ozone et particules. Alors, comment se font ces interactions ? Déjà, on imagine bien, je pense qu'on peut arriver à se le figurer, lorsque il y a une évolution climatique, lorsqu'on va traverser des périodes de sécheresse, de chaleur intense, on va certainement influencer la dispersion et la chimie des polluants atmosphériques. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on parle même de pénalité climatique. Alors la pénalité climatique, ça concerne surtout l'ozone, parce que l'ozone, c'est un polluant photochimique qui se fabrique. En fait, on n'émet pas d'ozone, il n'y a pas de source qui émettent de l'ozone par les photocopieurs, mais voilà, on n'est pas dans le sujet. L'ozone, il se crée en combinant différents types de polluants, vous l'avez peut-être vu. Et pour que cette combinaison elle se fasse bien et qu'il y ait beaucoup d'ozone, il faut qu'il y ait de la chaleur et du soleil. Et plus il y a de la chaleur et plus il y a du soleil, plus il y a d'ozone. Et là, on commence à voir, réchauffement climatique, plus de chaleur, plus de soleil, donc plus d'ozone. Premier type d'interaction, c'est assez simple, c'est intuitif. Deuxième type d'interaction, dans cette liste, justement, il y a également
des polluants qui vont contribuer à fabriquer cela. Et notamment le méthane, qui est un gaz à effet de serre, c'est aussi un précurseur de l'ozone. Donc plus il y a de méthane, plus on a de chances de fabriquer de l'ozone. Et puis l'ozone, on le retrouve des deux côtés. L'ozone, on le retrouve dans les polluants atmosphériques et dans le changement climatique. Alors là, l'interaction, elle est très claire. Et puis ce que l'on a vu juste avant avec le schéma précédent, c'est que selon la composition de l'atmosphère, la présence d'ozone, de particules, de différents types de polluants, cela va influencer donc le forçage radiatif, donc avoir des incidences soit réchauffantes, soit refroidissantes dans l'atmosphère, qui vont influencer du coup les preuves, qui vont influencer les processus de changement climatique. Et donc, on a cette espèce de cycle qui se crée. Donc, les deux, changement climatique et pollution atmosphérique, sont de toute façon intimement liés. Et donc, le postulat que l'on a envie de faire, et qu'il faut peut-être vérifier, c'est ce que l'on va faire après, c'est les politiques d'atténuation du facteur climatique, est-ce qu'elles ont des co-bénéfices par rapport à la pollution atmosphérique? Si on est très ambitieux sur le climat, est-ce qu'on va pouvoir en tirer des bénéfices pour gérer la pollution atmosphérique? Alors, pour répondre à ce type de questions, en fait, on fait tourner des modèles, on développe des modèles numériques, puis on les fait tourner, des modèles de climat, des modèles de qualité de l'air. Mathias citait le modèle Chimère, en effet, c'est celui qu'on utilise à l'INERIS. Et puis, on voit ce qui se passe. On essaie de reproduire les situations présentes pour être à peu près sûr que le modèle ne dit pas n'importe quoi. Si on arrive à reproduire la situation présente, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et puis après, on joue des scénarios. On essaie de s'imaginer avec ces modèles ce que sera la situation en 2020, 2030, 2050, pourquoi pas 2100. Et donc là, c'est exactement ce que l'on a fait. Donc là, je vais vous présenter des résultats de travaux qu'on a menés dans mon équipe, justement pour répondre à cette question. Quels sont les co-bénéfices que l'on pourrait imaginer? Et donc, on est parti des données d'émissions de polluants atmosphériques, des données d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des modèles climatiques qui ont permis de simuler le climat l'impact sur le climat de ces émissions de gaz à effet de serre. On a également simulé par des modèles donc, de chimie la pollution atmosphérique ou la qualité de l'air selon comment on se place, attribuable aux émissions de polluants que l'on a estimées. On a zoomé sur l'Europe. Notre étude a porté sur l'Europe. On a également un zoom sur la France, mais je parlerai des résultats européens. Et donc, à l'aide du modèle Chimère, en utilisant donc toutes ces informations, en couplant les simulations climat au modèle qualité de l'air, on a pu estimer donc les effets de politique climatique sur la qualité de l'air, et on a même estimé les effets sur la santé, et on a même essayé de les monétiser. Je vous dirai pourquoi après. Et le point de départ de cette démarche, c'est que donc les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques sont généralement émis par les mêmes sources. Donc on peut espérer que si on arrive à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on agit sur des sources avec des technologies qui font qu'avec un peu de chance, on réduira aussi les polluants atmosphériques. En gros, ce que l'on espère, c'est je réduis le CO2 associé à des processus de combustion, le trafic routier, l'industrie, ce que je sais. Si je réduis ce CO2, peut-être qu'en même temps, je vais réduire des oxydes d'azote. Peut-être qu'en même temps, je vais réduire des hydrocarbures, qui sont des polluants atmosphériques. Mais on sait aussi qu'il y a certaines technologies qui peuvent créer, et là aussi j'y reviendrai, des émissions de polluants atmosphériques qui n'existaient pas sans leur développement. Typiquement, le chauffage au bois, la combustion de biomasse, c'est une énergie renouvelable, c'est très très bien pour le climat, c'est le pire émetteur de particules. Et puis aussi,
on sait que, je l'ai cité rapidement, mais ça c'est quelque chose que je ne développerai pas parce que c'est des arguments qui ne tiennent pas la route globalement, qu'il y a la réduction de certains polluants peut avoir des effets négatifs sur l'atténuation du changement climatique. J'ai cité l'exemple du SO2. Ok, le SO2 a peut-être un pouvoir refroidissant sur l'atmosphère. Il n'empêche que le SO2 a été pendant des années et des années responsable de millions de morts par le monde et encore responsable d'ailleurs dans certaines parties du monde. Donc le SO2, il faut vraiment l'éradiquer. Donc les travaux que l'on a menés, je vous disais, on a joué donc des scénarios ambitieux de lutte contre le changement climatique et on a essayé de voir si l'effet sur la pollution atmosphérique était bénéfique. Et donc pour ça, on a pris des scénarios qui sont issus donc d'un ouvrage de référence qui est le Global Energy Assessment et on a joué 2 scénarios. On a dit, OK, essayons de simuler ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de politique climatique, c'est-à-dire qu'on laisse les choses faire, on ne fait rien. On ne fait rien, et puis on va atteindre je ne sais pas combien de degrés en plus. On est allé jusqu'en 2050. Alors pourquoi on est allé jusqu'en 2050 ? Parce qu'après 2050, on estime qu'on ne sait plus... on ne sait plus, comment dirais-je, simuler, estimer les polluants atmosphériques. C'est-à-dire qu'en 2050, il y aura certainement des changements structurels de société, technologiques tels qu'on n'arrive pas à projeter les émissions de polluants atmosphériques au-delà. Il y a des expériences, mais il y a énormément d'incertitudes. Donc, généralement, les études vraiment ciblées sur la pollution atmosphérique, elles vont jusqu'en 2050 raisonnablement. Et puis là, on a joué un autre scénario qu'on a appelé atténuation, où on a dit, bon, alors c'est pour l'Europe, hein, voilà, on va développer plein d'énergies renouvelables, on va mettre ça en place. Le charbon, il n'y en a plus, le pétrole, encore moins, et puis on va essayer de diminuer aussi nos consommations d'énergie, et puis de se focaliser sur les énergies renouvelables. En fait, le scénario qu'on a joué, c'est le scénario 2 degrés, hein. C'est pas non plus hyper ambitieux. 2 degrés. Donc, on a laissé les politiques, on n'a pas agi sur les émissions de polluants atmosphériques, on les a laissées telles quelles, et puis on a simulé avec donc, le modèle chimère dont parlait Mathias, Mathias est un des papas de chimère, et donc avec ce modèle de chimie-transport qui, à partir de données météo, de données d'émissions, de données relatives à ce qui se passe au niveau global, fait une grosse marmite d'équations avec des équations de transport, d'advection, de turbulence, de dépôt, des équations chimiques extrêmement complexes et permet donc de simuler les polluants en sortie, les concentrations de polluants, donc directement, ceux qui sont juste transportés, il y en a, mais surtout ceux qui se transforment chimiquement. Et donc, on a utilisé ce modèle chimère pour regarder l'effet de nos scénarios climatiques sur la pollution atmosphérique, sur 2 polluants, l'ozone et les particules. Alors voilà le résultat. On a pris comme année de référence 2005. Alors pourquoi 2005 tout le temps ? C'est parce que on est un institut un institut national qui travaillons pour le ministère de l'Environnement. Et on travaille notamment énormément sur toutes les négociations relatives aux politiques de réduction des émissions, de stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique. Et 2005, c'est une année de référence dans toutes les réglementations. Donc pour nous, c'est vrai que c'est la base. Donc l'ozone, donc c'est des niveaux d'ozone horaires maximaux en 2005. Et ce que l'on a calculé, c'est donc la différence avec ce qui se passerait en 2050, avec un scénario business as usual, c'est-à-dire qu'on ne change rien, on ne fait rien, et un scénario, le scénario atténuation volontariste en matière de climat. Et alors, ce que vous voyez, c'est que là, il y a quelques effets. Dans le premier scénario, business as usual, on ne fait rien. Mais en Espagne, en France, dans plusieurs pays, en fait, les effets sont nuls. Et pourquoi ils sont nuls ? C'est parce que tous les
tous les efforts que l'on a fait pour, en effet, réduire la pollution, ils sont compensés par cette pénalité climatique. On n'a rien fait pour le climat, on n'a rien fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Du coup, vous vous rappelez, l'ozone, plus il fait chaud, plus il fait beau, plus ça se crée. Ben voilà. Du coup, toutes les mesures qu'on aurait pu imaginer pour lutter contre la pollution sont sans effet. Par contre, si on est un peu plus ambitieux pour le climat, si on empêche ce réchauffement intempestif, là, on a des effets très bénéfiques sur l'ozone avec des réductions de niveau de concentration qui peuvent atteindre 20-30 microgrammes par mètre cube sur les max journaliers. Sur les particules, on a fait le même exercice. Situation de référence en 2005, différence avec le scénario 2050 où on ne fait rien et le scénario 2050 où on est un petit peu plus ambitieux. Dans tous les cas, on a un bénéfice. On réduit jusqu'à 5 microgrammes par mètre cube. Par contre, vous voyez que ce n'est pas non plus énorme, la différence. Et ça, si vous vous souvenez, mon petit schéma sur les aérosols, on n'a pas ce système de pénalité climatique qui s'applique pour les aérosols. Au contraire, on a même vu que les aérosols, ils avaient peut-être bien un effet plutôt refroidissant. Donc du coup, ok, on arrange un petit peu les choses, mais pas énormément. Il n'empêche que si on fait les comptes économiques, parce que c'est ça en fait qui intéresse les décideurs. On peut leur montrer des cartes de concentration, ok. On leur montre des nombres de morts ou des maladies, bon, ça les intéresse un petit peu plus. Ce qui va les intéresser vraiment, c'est les euros. Il n'y a pas de mystère. Lorsqu'on veut pousser une stratégie de lutte contre quelque chose, il faut mettre des euros. Et donc, on nous dit... Ok, vous avez imaginé des stratégies de lutte contre le changement climatique ambitieuses, mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais est-ce que ça n'en vaut pas la chandelle? Et ça, c'est aussi toute une partie de notre travail. Par exemple, dans mon équipe, il y a des économistes qui passent leur vie à ça. Ok, ils estiment combien ça coûte, ils estiment le coût supplémentaire qu'engendrerait d'être ambitieux pour l'environnement, puis ils estiment aussi les bénéfices. Et pour faire ça, il est vrai, on est amené à extrapoler de façon peut-être un petit peu cynique la notion donc, de mortalité, de morbidité, en mettant un coût à la vie humaine, en mettant un coût à l'année de vie perdue, en estimant combien ça coûte d'avoir un asthme chronique pendant toute sa vie, par rapport à la sécurité sociale, l'hospitalisation et tout ça. Donc là, il y a des chiffres, il y a des euros, et qu'on agrège, qu'on manipule, et puis après, on compare. Et donc là, voilà le résultat final de l'étude, en fait. Ça, c'est donc, en clair, le scénario status quo, on ne fait rien. En foncé, le scénario atténuation, le scénario plus ambitieux. Et là, évidemment, pas de mystère, le scénario ambitieux, il coûte cher, il coûte beaucoup plus cher. Il coûte 107 000 millions, c'est des euros par an en 2050, pardon. Donc, de plus que si on ne fait rien. Donc là, en effet, c'est un coût. Mais le fait d'avoir fait d'avoir eu un scénario un petit peu plus ambitieux pour le climat, on a agi, comme je vous l'ai montré, aussi sur la pollution atmosphérique globalement, et du coup, on a réduit les coûts des politiques pour la pollution atmosphérique. C'est-à-dire qu'il y a des décisions pour la pollution atmosphérique qu'on n'a pas été obligé de prendre parce qu'elles étaient portées de toute façon par la décision sur le climat. Donc du coup, ça a permis de réduire un petit peu les coûts. Et puis aussi, il y a quand même des bénéfices sur la santé. Vu que nos concentrations, elles ont diminué, on a eu des morts évitées, on a eu des maladies évitées, et ça aussi, on l'a estimé. Et là aussi, par rapport au scénario où on ne fait rien, il y a beaucoup moins dommages, d'impact sanitaire, beaucoup moins d'impact sanitaire, ça veut dire des coûts réduits qui sont en quelque sorte des bénéfices. Et lorsqu'on totalise tout, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les coûts additionnels de notre mesure, de notre scénario ambitieux pour le climat, ils sont pratiquement compensés par tous les bénéfices sur la qualité de l'air.
Et la différence entre ne rien faire et faire quelque chose, finalement, ok, c'est 3 500 millions d'euros, mais c'est rien par rapport aux 107 000. Et donc, finalement, ça vaut le coup parce qu'on a des bénéfices collatéraux qui sont associés à la pollution atmosphérique, qui sont associés à la baisse des coûts de la législation sur la qualité de l'air et aux impacts sanitaires évités. Et donc, globalement, ok, peut-être que tout n'est pas parfait, peut-être qu'on n'a pas des synergies sur tous les polluants, mais n'empêche que globalement, il faut le faire parce que les bénéfices en valent la chandelle. Voilà. Donc on est content. On a démontré que oui, il faut des synergies entre les deux. Et puis avec le petit type d'étude quand même que je vous ai montré, on est allé aussi un petit peu plus loin. On a essayé également d'identifier les facteurs qui permettaient de mieux lutter, d'aller aussi un petit peu plus loin dans la lutte contre la pollution atmosphérique, en travaillant sur l'ozone et les particules. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en effet, le climat jouait beaucoup, par exemple, sur l'ozone. Donc, il faut travailler là-dessus. Mais ce qui joue également beaucoup sur l'ozone, c'est les imports. Alors, les imports, quand on est en Europe, ben, c'est tout ce qui vient d'ailleurs. C'est tout ce qui vient il fait le tour du monde, hein, Chine, les États-Unis, ça arrive. Et là, on sait qu'avec l'ozone, on est face à un problème global. Donc, c'est bien de lutter contre le changement climatique. On sait que ça va nous apporter des bénéfices, mais il faut également trouver des stratégies qui permettent de mobiliser tout le monde autour de la problématique qualité de l'air pour l'ozone et pour les particules. Pour les particules, ce petit schéma montre qu'en fait, là où on a une marge, ça c'est en gros l'augmentation des concentrations et ça la réduction, on peut réduire de manière significativement les niveaux de particules si on arrive à réduire les émissions. Il faut travailler énormément sur les émissions. Et alors, juste pour vous montrer mon histoire d'ozone, ça c'est une simulation qu'on a faite encore avec Chimère, à très haute résolution. Donc ça, c'est une petite performance technologique parce qu'on a simulé donc tout l'hémisphère avec une résolution de 7 km. Et en fait, ça a vocation surtout pédagogique. Donc là, ce que vous voyez, c'est les niveaux d'ozone qui circulent. Donc c'est juillet 2014, qui circulent partout dans le monde, en fait. Et donc, quand je vous disais que voilà, tout le monde est concerné, là, ça s'en va, ça revient, ça traverse l'Atlantique, ça impacte l'Europe, l'ozone. Je veux dire, si on ne s'y met pas tous, on aura toujours un problème d'ozone. Et c'est d'ailleurs un constat que l'on partage maintenant, parce que les études de tendance montrent que les niveaux d'ozone, on n'arrive pas à les faire diminuer. Ça fait des années qu'on essaie, et ils stagnent, parce que finalement, s'il n'y a que l'Europe qui travaille sur l'ozone, on n'y arrivera pas. La situation pour les particules est un petit peu différente. Ça, c'est des particules fines, PM2,5, mars 2014, toujours une simulation. Et donc là, vous voyez des effets beaucoup plus localisés. Localisés, tout est relatif, je dirais régionalisé. Un épisode de pollution aux particules peut concerner l'Europe entière. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un problème d'une ville. En fait, généralement, les épisodes de particules, surtout ceux qui durent, ce sont des problèmes de grande échelle. Et là aussi, il faut trouver des stratégies de lutte qui permettent d'agir à toutes les échelles, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la région, à l'échelle des pays. Il faut de la collaboration interpays et c'est ce à quoi on travaille dans certaines instances internationales. Deux petits mots avant de conclure sur le chauffage au bois, parce que ça, c'est un exemple d'un antagonisme. Je vous ai dit, le chauffage au bois, la biomasse, c'est bien, c'est une énergie renouvelable. Il y a eu une campagne de promotion énorme en France, dans plusieurs pays d'Europe. Il faut utiliser le chauffage au bois parce que c'est vert. Oui, sauf que le verre, ça peut créer des particules quand ça brûle. Et là, vous avez donc des estimations d'émissions
C'est le site EPAC qui est en charge en France de l'estimation de toutes les émissions, et donc là sur plusieurs années. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est les émissions de particules PM2,5 en France, et le jaune, c'est le résidentiel tertiaire, c'est le chauffage. Alors, c'est pas que le chauffage au bois, mais c'est le chauffage en général, et c'est la plus grosse source de pollution de particules. Et donc, on nous a dit pendant longtemps, oui, utilisez du chauffage au bois, sauf qu'on s'est retrouvé dans des situations, et on va se retrouver encore dans des situations, d'épisodes de pollution, notamment en hiver, quand il fait très très froid. Ça, c'était décembre 2016. Décembre 2016, c'est un cas d'école. Très froid, un bel anticyclone, grande stabilité atmosphérique, donc une espèce de couche d'inversion qui restait toute la journée à quelques mètres au niveau du sol et qui plaquait les polluants au sol. Et si les sources, encore une fois, sont les villes, vous imaginez bien que vous avez plein de sources partout avec une espèce de couvercle qui vient les plaquer. Ça se diffuse et ça reste. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des épisodes de pollution. Et là, juste pour vous montrer l'importance justement du chauffage dans ce type d'épisode, c'est les épisodes hivernaux, on a des mesures, il y a en France plusieurs sites de mesure qui mesurent la composition chimique des particules. Donc il y en a un à Palaiseau, c'est le site du CIRTA. Et ce que vous voyez, donc ça c'est en effet cet épisode, on a retracé l'épisode donc de décembre 2016, donc ça c'est le début, et ce que vous voyez en vert, en fait, vert foncé notamment, c'est tout ce qui est imputable à la biomasse, c'est-à-dire au chauffage au bois. Et vous voyez qu'une grosse partie de la composition des particules pendant cet épisode était imputable au chauffage au bois. Donc oui, c'est bien, c'est vert, il n'empêche qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que l'on retrouve d'ailleurs un certain nombre de mesures de gestion qui ciblent les chauffages d'appoint et qui vous demandent de ne pas utiliser de chauffage d'appoint pendant les épisodes de pollution. Alors ça, c'est plutôt les épisodes hivernaux. Avec ce réseau de mesures de la composition chimique des particules, puis également avec le système Prévert. Donc Prévert, c'est le système national de prévision de la qualité de l'air que l'on développe, que l'on maintient depuis maintenant 2003 avec le CNRS. Météo France, et donc tous les jours il y a des prévisions de la qualité de l'air qui sont générées, donc depuis 2003, donc ça fait un petit moment. Du coup on a une base de données énorme qui nous a permis de mieux qualifier les épisodes de pollution, et de façon très schématique pour les particules, on a ces épisodes d'hiver dont je vous parle, où chauffage au bois, c'est vraiment la cible, et puis des épisodes de printemps, où là, on va avoir plus dans leur composition de nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium, en gros, c'est la combinaison des oxydes d'azote du trafic et de l'ammoniac de l'agriculture. Car on est au printemps, c'est la période des épandages d'engrais, des épandages d'ammoniac, et tout ça favorise la formation des particules. Mais c'est pour les semaines qui viennent, ça. C'est pas encore. Bon. Alors, un point d'information, parce que là on est en plein dedans, il ne vous a pas échappé qu'on parlait beaucoup de l'épisode de pollution, donc des épisodes de pollution de la semaine, d'aujourd'hui, d'hier. N'empêche que la France est le seul pays européen qui a intégré dans sa législation des seuils réglementaires d'information et d'alerte pour les particules. Ça ne se fait pas ailleurs. Donc on est en contentieux, on a quelques soucis parce qu'on a des dépassements. Il n'empêche qu'on a été les seuls à mettre en place cette réglementation, notamment au travers de cet arrêté du 7 avril 2016, modifié en août, qui prévoit donc la mise en place de mesures de gestion des pics de pollution, pas seulement, là aussi, nouvelle innovation de la France sur les mesures des stations, mais également sur les systèmes de prévision. Pas forcément Prévert qui donne une vision nationale, mais plutôt les systèmes de prévision des associations locales de surveillance de la qualité de l'air, comme Air Paris, Atmo Hauts-de-France, Atmo Sud, il y en a dans chaque région, il y en a une par région, qui mesurent donc, en effet, donc ça c'est leurs mesures qui sont représentées, la pollution atmosphérique, mais qui la prévoient aussi. Et donc là, le préfet a le pouvoir, en fonction de ce que prévoit l'ASCA, de déclencher
déclencher un certain nombre de mesures d'urgence, de stratégies de réduction des émissions. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, vous voyez, on n'a pas un gros épisode, en fait. Nous, on ne voit pas avec Prévert. On n'a pas vu non plus, c'est pas les images toutes rouges que je vous ai montrées tout à l'heure, on n'est pas dans une situation dramatique. Et là, c'est cet après-midi, c'est les stations en rouge qui dépassaient le niveau d'information. En gros, c'est beaucoup de stations trafic, c'est pas le fond, c'est des stations trafic, d'où peut-être, en effet, la légitimité de mesures de gestion du trafic routier. Et n'empêche, les pouvoirs publics ont décidé de prendre, donc là aussi c'est une carte du milieu de l'après-midi, donc en fait vous pouvez voir les procédures de gestion de la pollution qui sont déclarées par les préfets, vous pouvez les voir sur ce site-là, en fait c'est un site totalement public et il varie heure par heure au fur et à mesure qu'ils les saisissent, et donc là en Île-de-France et puis en Rhône-Alpes, et j'ai appris, enfin ce soir en venant, visiblement la décision a été prise également dans les Hauts-de-France pour l'île, donc des mesures de gestion d'urgence de la pollution atmosphérique. Et c'est ainsi que cet après-midi, donc ça c'est juste un extrait du communiqué de presse du préfet de police de Paris, donc pour demain, circulation différenciée, obligation de contournement par la francilienne, en plus des mesures qui étaient déjà actées. Et parmi ces mesures, vous voyez ce que je vous disais, l'interdiction de l'utilisation du chauffage individuel au bois d'appoint ou d'agrément. Donc, on essaie quand même d'anticiper toutes les sources de pollution. Voilà, ça c'est la situation pour aujourd'hui, et puis ce qui nous attend pour demain. Et puis, ça contribuera certainement à limiter les émissions, limiter le développement des concentrations, et en attendant la pluie jeudi qui va tout lessiver définitivement. Voilà. Donc, quelques conclusions. Évolution à long terme de la qualité de l'air, ça s'arrange, des efforts ont été faits. Les concentrations s'améliorent globalement au cours des 20 dernières années. Il y a encore beaucoup à faire, sauf pour l'ozone où je vous ai dit que ça stagnait, mais globalement, particules, NO2, tout ça, ça s'améliore. La pollution ne connaît pas de frontières, il faut absolument agir à tous les niveaux d'échelle, de la ville jusqu'au continent, voire l'intercontinent. Et donc, qualité de l'air et changement climatique, oui. Le changement climatique, parce que c'est un facteur aggravant pour l'ozone, et parce que les politiques de gestion du changement climatique ont des effets, ont des co-bénéfices, ont globalement des effets bénéfiques pour la qualité de l'air, oui, il faut les promouvoir ensemble. Et voilà, et ce sera la fin de mon exposé, c'est juste... Merci. Merci beaucoup Laurence pour cette très belle conférence avec plein d'exemples et plein de liens entre qualité de l'air et climat. Et donc il y a sans doute beaucoup de questions. Après je n'aurai aussi. On commence avec François. J'ai plein de questions, mais sur le problème du chauffage au bois, en fait, il me semble que dans un certain nombre de pays voisins, on a dans les cheminées des systèmes électrostatiques qui sont très efficaces pour la pollution aux particules. Et donc, ça fait des années qu'il y a un certain nombre d'associations qui réclament qu'on mette ça en place. Et en fait, on ne voit pas grand-chose bouger. Ben oui. Oui. Alors, par exemple, en Suisse, c'est efficace et puis c'est obligatoire. Et donc même, alors c'est même, ça va généralement avec les ramoneurs, donc les métiers, les personnels en charge de l'entretien des cheminées ont également en charge la sensibilisation du public, l'explication. Donc il y a une véritable, là, pour le coup, une plus grande sensibilisation à la problématique du chauffage au bois. Et c'est vrai qu'en France, de ce point de vue-là, le mieux que l'on demande, c'est finalement de limiter l'usage des chauffages d'appoint. C'est la sensibilisation, comme j'essaie de le faire aujourd'hui, mais en termes de
de réglementation et d'obligation d'équiper les cheminées de filtres, de systèmes efficaces. Ça n'a pas été encore mis en place pour des raisons économiques, d'acceptabilité sociale également. Mais oui, ça marche. Pour rester sur le même sujet, qu'est-ce qu'il y a comme contrôle par rapport au chauffage au bois? Ah, pour le chauffage au bois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, non, là, on est clairement sur des sujets, et en effet, ça rejoint tout à fait la question précédente. Pas de contrôle, parce que finalement, là, on fait appel à la conscience du citoyen, très clairement. Très clairement. Il y a une question là-bas au fond, mais comme je vais mettre longtemps pour faire le tour, je vais poser une question en marchant. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez répondre en tant que philosophe ou en tant qu'anthropologue quelle est cette société qui paye des scientifiques pour faire des calculs du coût de la lutte contre le réchauffement climatique ou contre la pollution de l'air et de justifier et d'être obligé de présenter à des décideurs des calculs de cette sorte-là, en sachant que nous savons tous que c'est vers l'effondrement de la civilisation que le réchauffement climatique est en train de nous conduire. Et oui, alors c'est les faits. Non, mais la question est intéressante. Vous imaginez bien que lorsqu'on va s'attaquer à telle ou telle stratégie, quel que soit le secteur d'ailleurs, que ce soit le secteur économique, le secteur énergétique, le secteur industriel, voilà, il y a des enjeux économiques, des lobbies, je ne vais pas dire de la mauvaise volonté, je vais dire qu'il y a des enjeux divergents, des enjeux différents, qui fait que finalement, et ça c'est mon expérience aussi personnelle de négociatrice en quelque sorte, lorsque l'on pose des faits, des chiffres qui sont établis sur les mêmes bases, c'est ça l'important. Peut-être qu'on se trompe sur le coût de la vie humaine n'a pas de coût évidemment, mais on est obligé de mettre un coût et on met le même partout, comme ça on compare, on a des choses comparables. Quand on pose les scénarios, qu'on pose les résultats, ce sont finalement des faits, des chiffres, et là, on commence en effet à avoir une oreille peut-être un peu plus attentive. Non, c'est pas trop tard, bien sûr que non. Sur votre simulation de l'évolution des particules à 10 microns, je crois que c'est celle-là. Oui. Les États-Unis en émettent quand même beaucoup moins que l'Europe et l'Asie, et c'est dû à un manque de données ou c'est vraiment le cas? Non, c'est en effet, alors c'est fait partie aussi c'est une grande fierté des États-Unis. Ils ont beaucoup moins de particules PM2,5, là c'est PM2,5 en fait, c'est particules fines qu'en Europe, parce que c'est des typologies de villes différentes, moins de diesel. Ils ont anticipé aussi la problématique, je pense, particules avant nous. Et en effet, les niveaux de particules sont moins élevés qu'en Europe. D'ailleurs, leur niveau réglementaire, donc je vous ai dit, on a une réglementation européenne, eux, ils sont beaucoup plus ambitieux que la réglementation européenne. Tout à fait, c'est pas une erreur. Vous avez tout à l'heure indiqué que le problème de le dioxyde de soufre, c'était à peu près réglé. C'est peut-être vrai au niveau global, interplanétaire, mais au niveau local, c'est pas vrai du tout, parce que, par exemple, là, il y a une réglementation là, pour le trafic, le transport maritime, où les cargos, les bateaux de transport de passagers consomment énormément de fuel lourd qui contient beaucoup de soufre. Et donc, par exemple, il y a un scandale aussi à Venise, où on interdit maintenant la station ou l'utilisation des chaudières encore en station. Et à Marseille aussi, cette réglementation, il y a eu un procès. Et voilà, donc localement, les oxydes de soufre sont encore très néfastes quand même aussi. Alors, je dirais pas, vous avez tout à fait raison, mais je dirais pas localement, parce que le transport maritime international, c'est pas vraiment un problème local en fait. Alors, c'est vrai, ça me donne l'occasion, en effet, j'en ai pas du tout parlé, d'en dire deux mots. Rien n'a été imposé
au secteur maritime depuis des années, alors qu'en effet, l'industrie... Alors pourquoi le dioxyde de soufre? Les choses se sont arrangées en Europe de l'Ouest. Globalement, franchement, il y a très très peu de dépassements. Les dépassements qu'il y a, c'est quand il y a des problèmes sur les raffineries, mais c'est des problèmes techniques. Donc là, ils émettent pendant 1 heure plein. Bon, c'est ça les problèmes qu'on a actuellement. Dans les villes françaises, dans les villes d'Europe de l'Ouest, globalement, les industries ont fait tellement d'efforts, elles ont réduit leurs émissions de dioxyde de soufre de 70 à 80% par rapport aux années 90. Donc l'effort a été tel, et ça a été payant définitivement pour la pollution atmosphérique, pour la qualité de l'air en Europe. Globalement, sur le secteur maritime, rien n'a été fait. En effet, les bateaux continuent à utiliser un fuel tout pourri, avec des teneurs en soufre qu'on n'oserait même pas imaginer sur Terre. C'est vrai, et c'est pour ça que là, il commence à y avoir une prise de conscience et une mobilisation internationale. Et là, on vient d'achever, j'aurais pu vous en montrer des images, c'est vrai que je n'ai pas pensé, une étude pour le ministère de mise en place de ce que l'on appelle des zones à bas niveau d'émissions sur la Méditerranée. C'est-à-dire obliger les bateaux qui croisent en Méditerranée à utiliser des fuels avec une basse teneur en soufre et aussi à utiliser des moteurs un peu moins pourris qui émettent moins d'oxyde d'azote. Donc on est en train de... Donc là, c'est le ministère qui voudrait porter ça à l'Organisation maritime internationale pour imposer cela en Méditerranée. Ça avance trop lentement, c'est vrai. Ça avance, il y a une prise de conscience. L'effet oxyde de soufre se fait ressentir pas forcément en termes de dioxyde de soufre, mais en termes de précurseurs de particules, parce que ça contribue également à la formation des particules et les effets bénéfiques se font également ressentir dans ces effets, dans cet aspect. Et donc, ce que l'on espère, c'est que petit à petit, les choses vont s'arranger avec cette prise de conscience sur le transport maritime international. Vous avez tout à fait raison. Oui, j'aurais une question. Tu nous as présenté les co-bénéfices d'une politique d'atténuation des gaz à effet de serre pour la qualité de l'air. Ouais. Mais maintenant, si on prend le problème à l'envers, parce que c'est ce qu'il faudrait peut-être faire, parce qu'on voit que les gaz à effet de serre, les émissions ne baissent pas pour l'instant en France, et c'est évidemment extrêmement préoccupant face à l'urgence climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer des mesures qui viendraient plus du champ de réduction de pollution de l'air, mais qui serait bénéfique du coup aussi pour le climat? Alors ça, c'est une bonne question. Ou le transport, par exemple, c'est dans le secteur transport. Alors, pour le transport, en fait, ce que l'on estime, c'est que généralement, lorsqu'on va parler de véhicules électriques, donc c'est ce qu'on imagine pour le transport, ou justement d'énergie plus propre. Ça, ce sont des mesures qui sont plutôt dédiées au climat, à la gestion du climat, pas directement à la pollution atmosphérique. Disons, c'est vraiment typiquement de mettre en place une mesure de transport de type peut-être circulation différenciée, réduction de la vitesse. C'est des mesures générales de court terme. Comme je disais, on a ce problème d'échelle de temps entre la pollution atmosphérique et le climat. Et les bénéfices dans ce sens-là, ils sont plus difficiles à s'imaginer. Tu vois, par exemple, on ne sait pas simuler des scénarios de pollution atmosphérique au-delà de 2050. On ne sait pas les simuler correctement parce qu'on estime que les changements seront tellement importants, structurels de la ville. La ville de 2050 ne sera pas la ville d'aujourd'hui. Que l'on a du mal à projeter et donc du coup à imaginer ces bénéfices-là. Dans ce sens-là, c'est moins évident. C'était pour revenir donc au scénario d'atténuation. Est-ce que ceux que vous nous avez présentés, ils impliquent des technologies de captation carbone du type géo-ingénierie ou Oh, là, oui, alors je ne sais plus lequel on avait choisi, mais je crois que c'était beaucoup de déploiement d'énergie renouvelable, d'éolien, de photovoltaïque, de géothermie. C'est des grosses masses. On n'est pas rentré dans le détail de la technologie qui permettait de mettre en place ces scénarios. Ce sont des scénarios qui sont donc définis par des groupes d'experts qui font des projections de mix énergétique des différents pays en Europe, donc en fonction de l'économie de ces pays,
du choix, de leur choix. Par exemple, la France, bon, ben, c'est bien connu que, après, je ne rentrerai pas dans le débat du nucléaire, mais voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est pris en compte dans ces scénarios. Ça ne va pas beaucoup plus loin par rapport aux technologies que l'on peut imaginer. C'est vrai que c'est quand même très macro. Est-ce qu'on pourrait voir la simulation d'ozone, s'il vous plaît? En fait, je suis surpris par le fait qu'on voit sur cette simulation d'ozone des très forts cycles diurnes dans un certain nombre d'endroits et pas partout, avec l'ozone qui augmente beaucoup visiblement dans la journée. Alors, pourquoi ça va... Et donc, j'aimerais savoir comment on explique ça. Est-ce que je peux la remettre? Pourquoi elle ne bouge plus, ma simulation? Ah voilà, c'est ça. Là, voilà. Donc on voit des panaches qui se transportent visiblement sans bouger, sans montrer de cycle jour-nuit, et puis des très fortes variations diurnes dans d'autres régions. On le voit sur le continent. Hein. Ouais. Bah alors là, sur les États-Unis, on voit bien que ça tilte également dans au niveau des gros secteurs, des gros pays émetteurs, de précurseurs. Moi, je pense qu'on voit, ouais. si je peux me permettre, on voit là où il y a une formation d'ozone, on voit vraiment la variation diurne parce qu'on a besoin du soleil pour le former. Là, par exemple, les États-Unis, c'est... Mais une fois qu'il est sur l'océan, qu'il est juste transporté, là, on ne voit plus de variation diurne. En fait, sur l'océan, tu ne vois pas la variation diurne. On la voit au niveau des sources d'émission, en fait. Ouais. Ça tilte au niveau des... Mais c'est intéressant. Non. Oui. Je voulais vous poser une question en fait concernant le nombre de morts prématurées. Je voulais savoir comment est-ce qu'on arrivait à déterminer que le dioxyde d'azote ou l'ozone ou les particules sont responsables de tant de morts en fait. Voilà. Alors ça, en fait, ce sont des études qui sont menées par les épidémiologistes des différents pays, et donc l'Organisation mondiale pour la santé, et qui, en fait, à l'aide d'expérimentation, de bibliographie, d'études de cohortes, définissent ce que l'on appelle des relations dose-réponse. Alors ces relations dose-réponse, en gros, elles disent, ben voilà, telle augmentation de mon niveau d'ozone, pour 10 microgrammes de plus d'ozone, je vais avoir tel effet sur la santé. Et donc, du coup, voilà, ça c'est la relation dose-réponse de base qui est définie par les épidémiologistes. Et grâce à ces relations, on croise en fait l'information de concentration qui est simulée par les modèles avec la répartition de la population, l'âge, il y a des données statistiques liées à l'âge également de la population, et on arrive après à estimer des indicateurs de mortalité et de morbidité également. C'est statistique, hein. C'est sûr que c'est statistique, il n'y a pas de comptage. En fait, c'est des relations dose-réponse qui sont issues d'études épidémiologiques, qui sont très très longues à établir, parce que généralement c'est sur de longues périodes, plusieurs dizaines d'années. Et donc voilà, les équipes se confrontent à travers le monde, et il y a une espèce de consensus sur ces données. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, ça concerne les nanoparticules. Est-ce que les nanoparticules dont on a commencé le développement industriel et qui semblent se déployer de plus en plus vont participer ou contribuer au phénomène de particules fines? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dès lors qu'elles vont contribuer, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de la PM2,5 et avoir des mesures des particules plus fines? Si. Alors ça, c'est en effet les particules ultra fines, nano, mais même à partir en dessous de 1 micron. Maintenant, c'est à peu près clair pour tout le monde.
qu'il y a des effets sur la santé. Donc c'est pas tant préoccupant parce que ça va, en effet, ça va participer à la chimie, ça peut s'agglomérer, ça peut faire plein de choses, mais il n'empêche que ces particules fines qui ont justement une facilité à être inhalées sont un vrai problème pour la santé. Et il y a justement de plus en plus d'études d'épidémiologie qui montrent que maintenant il va quand même falloir s'intéresser un petit peu plus aux particules fines. D'autant plus qu'elles sont émises en quantité certainement très importante par des sources de combustion. Notamment, c'est quand même, on parlait tout à l'heure du trafic maritime, je vous parlerai du trafic aérien, c'est ce type de polluant qu'on va surveiller. Il y a là pour ces sources-là, on soupçonne qu'il y a un problème lié aux ultrafines. Alors pourquoi elles sont pas, on ne fait pas plus de choses finalement, elles ne sont pas dans la réglementation, vous avez vu, même pas les PM1. Il commence à y avoir des appareils qui les mesurent, qui les comptent. En fait, on ne va plus raisonner en masse, en microgrammes par mètre cube, mais on va raisonner en nombre de ces particules ultrafines inhalées. Donc on a des compteurs de particules. Le problème, c'est qu'il y en a énormément sur le marché. Ils sont utilisés, nous, à l'INERIS, on en a un certain nombre qu'on teste, qu'on évalue, les associations locales de surveillance de la qualité de l'air également, mais on n'a pas de normes. Il n'existe pas encore de normes de mesure pour ce polluant-là. Donc, en fait, on n'est pas sûr d'avoir une mesure comparable d'un lieu à l'autre et d'un appareil à l'autre pour les ultrafines. Il n'empêche que là, les autorités européennes, la Commission européenne commence à avoir conscience du problème. Donc, petit à petit, il y a des travaux en ce moment de standardisation, de normalisation des appareils de mesure. Il y a également des travaux de développement de modèles, de la même façon que je vous ai montré des simulations. Il y a, on travaille sur le développement de modèles d'un module pour les particules ultra fines, parce que c'est quand même pas tout à fait les mêmes processus physico-chimiques qui sont en jeu. Mais c'est vrai que là, je dirais que l'état de l'art n'est pas encore complètement figé pour passer à du réglementaire. En revanche, il ne faut pas trop que ça tarde et la communauté santé commence à mettre la pression. Tout à fait. Il semble que vos simulations portent essentiellement sur l'hémisphère nord. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans l'hémisphère sud ? Alors... Je vous avoue, c'est vrai. C'est vrai que nos travaux portent sur... portent beaucoup sur la France. Il y a des hommes aussi qui meurent dans le sud. La France et l'Europe. Et sur, du coup, toutes les sources et tout ce qui pourrait se jouer au niveau de l'hémisphère nord. Sur l'hémisphère sud, bon, il y a également des problèmes. Voilà, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus. Il y a moins de monde, oui, mais il y a des morts aussi quand même, il y a des pollutions quand même. Donc, est-ce que c'est envisagé justement d'étendre un petit peu cette étude sur... Non. Très honnêtement, parce que là, les travaux que l'on mène, on les mène sur, je dirais, les leviers d'action que l'on a. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir ce qui se passe en Europe, qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans l'hémisphère nord, parce que là, ce que je vous ai illustré, c'est que justement, par exemple pour l'ozone, il y a réellement des interactions au niveau de l'hémisphère nord qu'il n'y a pas au niveau de l'hémisphère sud. C'est vrai qu'on va focaliser quand même nos travaux là-dessus. Il n'empêche quand même que la Réunion est dans l'hémisphère sud. Et on parlait du SO2 tout à l'heure. Régulièrement, ils font état de dépassement de SO2, mais c'est quand c'est le volcan qui bouge, en fait. Là, c'est plutôt... Je n'ai pas du tout parlé, mais du coup, ça me donne l'occasion d'en dire deux mots. Je n'ai pas du tout parlé des sources naturelles de pollution, contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mais des fois, quand même, voilà, c'est comme ça. Donc, quand le volcan de la Réunion se réveille, on a des dépassements de SO2, c'est assez rigolo, qui remonte, on le voit, on dit « Ah tiens, le volcan bouge ». Et puis ce que je n'ai pas montré, c'est aussi, là les Antilles, on a un petit souci, les Antilles, c'est quand même, l'année dernière, je pense que c'est la station La Martinique, une station à la Martinique qui a le plus dépassé le seuil réglementaire en PM10. C'est le record de France. Elle est à la Martinique, la station. Alors ça, c'est, voilà, c'est pas à Paris, c'est à la Martinique. Et en fait... J'ai pas. Est-ce que je vous le montre ? Est-ce que je l'ai là ? Parce que là aussi, on a étudié le problème. Hein, et
En fait, c'est pas que ça. Il y a des sources en Martinique qui sont problématiques, mais il y a également, je vais pas le retrouver là. Il y a également des sources qui sont les sources sahariennes, en fait les poussières sahariennes, avec des panaches qui traversent tout l'Atlantique et qui viennent impacter directement la Martinique et la semaine dernière la Guyane. La Guyane était en alerte pendant je ne sais pas combien de jours parce que, et là c'était très clair, on voyait très très bien le panache, en fait c'était, alors pas tant les poussières là pour le coup désertiques, mais ce qui venait impacter la Guyane c'était plutôt des feux de brousse en fait. Et des émissions, alors là on avait des images satellites qui montraient que c'était ça, on avait des émissions de feux de brousse et tout le panache traversait l'Atlantique et venait impacter la Guyane, 4 ou 5 jours de dépassement. Alors on a le droit, quand on dit à la commission, parce qu'on doit déclarer à la commission nos dépassements par rapport à la réglementation, on a le droit de dire, oh ben là c'est pas de notre faute, c'est les poussières sahariennes, c'est les feux de brousse. Pour l'instant, ils ont toujours refusé nos excuses. Pourtant, franchement, c'est du lourd, c'est du vrai. Et donc là, on a décidé de mener une étude spécifique, donc avec de la modélisation. On modélise les panaches, on leur montre, mais surtout, on a mis une station en Martinique qui mesure la composition des particules. Et en effet, on trouve que, ben voilà, il y a beaucoup de minéral pendant ces périodes de dépassement, pendant ces épisodes de pollution. Donc on espère qu'avec ça, la Commission européenne voudra bien considérer qu'on ne peut pas faire grand-chose pour un certain nombre de dépassements. Sur les poussières désertiques, parce que c'est un sujet que je connais bien, il faut avoir à l'esprit que quand on a un panache de poussière saharienne qui sort sur la Méditerranée ou sur l'Atlantique, c'est au minimum des centaines de milliers de tonnes, voire plusieurs millions de tonnes. Et donc ça fait, au bout du compte, quelques millimètres par siècle sur les sols ou sur les sédiments. Je voulais juste faire une précision par rapport à la question sur les nanoparticules. Je pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle nanoparticules au sens technologique, c'est-à-dire des particules très fines produites industriellement, avec ce qu'on appelle nanoparticules dans l'atmosphère, qui sont des particules également très fines, mais formées à partir de précurseurs gazeux. Et donc, on a une telle quantité de ces nanoparticules formées à partir de précurseurs gazeux que ce n'est pas le problème des nanoparticules technologiques qui comptent sur la pollution atmosphérique. Après, je voulais vous poser une question parce qu'il me semble que sur les calculs de mortalité, on a remis en cause le fait qu'on utilise des seuils au-delà desquels on calcule les effets. Est-ce que vous pouvez en dire un mot là-dessus ? Ben, on l'a remis en cause, mais oui, ça a été remis en cause parce que les particules sont des particules sans seuil. Sont des polluants sans seuil. C'est-à-dire qu'on considère que les particules ont toujours un effet néfaste sur la santé, quel que soit le niveau de pollution. C'est-à-dire même si c'est très bas, même si c'est presque rien, il faudrait qu'il y ait 0 particule. Or, 0 particule, ben voilà, c'est tout simplement pas atteignable. Et donc, pour dérouler la méthodologie dont je parlais, qui se base sur, voilà, j'ai 5 microgrammes de plus que ça, et voilà l'effet que ça fait, il fallait bien qu'on se fixe un seuil. Donc, c'est inhérent à la méthodologie, c'est critiqué. Après, voilà, moi, ma vision personnelle, c'est à partir du moment où on applique la même méthodologie pour comparer tous les scénarios, on a des choses qui sont comparables. Et donc, on peut tirer des conclusions, même si la méthodologie, en effet, n'est pas parfaite. Dans votre institut, c'est un institut français. Est-ce que vous avez des liens avec les instituts des autres pays européens pour agir justement au niveau de l'Europe ? Alors, oui, on travaille énormément avec nos équivalents dans les différents pays européens. Justement, on compare nos simulations, on compare nos estimations. Lorsqu'on a des épisodes de grande envergure, parce qu'il y a des épisodes, notamment de particules européens, on va s'appeler pour, notamment quand il y a des problèmes avec l'ammoniac. Donc, les épisodes printaniers, typiquement, on est en contact quotidien avec les Belges, les Néerlandais, les Allemands, pour voir un peu quelles sont leurs estimations du temps d'épandage, par exemple, pour avoir des données. Après, en termes d'action, vraiment, ça doit se jouer au niveau des décideurs, des donneurs d'ordre, des autorités et donc plutôt des ministères.
Voilà. Mais il y a des collaborations, des réunions, par exemple, il y a des réunions régulières entre représentants de pays pour en discuter et essayer de se mettre d'accord sur des actions. Oui, bonsoir. J'ai une petite question sur les réseaux d'observation. Ces temps derniers, j'ai regardé à plusieurs reprises l'application d'AirParif sur la pollution. Et sur le secteur, là, on constate que c'est toujours pollution très faible. Donc, quel est le degré de fiabilité ou quel est le maillage, en fait, qui permet d'avoir un avis Bon, je m'interroge. Ces derniers temps, c'est ça? Oui, ces derniers jours. Mais oui. en fait, ces derniers jours, en fait, c'est compliqué ce qui s'est passé parce que AirParif, alors je vais vous remontrer ma petite image là, de la situation que nous, on a simulée aujourd'hui. AirParif a simulé à peu près la même chose. En fait, on n'est pas dans une situation de très forte pollution. Là, on en parle beaucoup dans les médias, je ne sais pas pourquoi. Mais on en parle pendant cette semaine et c'est très bien, parce qu'il faut en parler. Mais très honnêtement, on a vu pire. On a vu pire. Depuis le mois de janvier, on a eu un mois de janvier tout gris, tout pluvieux. Il faisait pas très froid, donc ça n'a pas trop chauffé. On n'a pas eu beaucoup de pollution, en fait. Donc je suis pas très surprise que vous ayez pas constaté de choses extraordinaires sur l'application d'AirParif. Et là, la préfecture a décidé de prendre des mesures par anticipation. Alors pourquoi par anticipation? Parce que demain, il risque de se passer quelque chose. Et les prévisions, si vous allez sur l'application d'AirParif pour demain, vous allez voir quelque chose, ça va être beaucoup plus orange et rouge. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que la préfecture, en anticipation, et ça, c'est très nouveau, quoi. On n'attend plus que le mal soit fait, on essaie d'anticiper le problème. Donc ça, c'est très positif. Mais demain, il va y avoir quelque chose, et c'est pour ça que ces mesures ont été prises. Mais très honnêtement, la situation n'est pas catastrophique cette semaine. Il y a une question ici derrière. J'arrive. Oui, Laurence, tu as parlé. Tu as parlé beaucoup d'instruments de mesure, mais essentiellement de mesure sol. Et dernièrement, il y a eu un certain nombre de satellites qui ont été lancés pour mesurer la pollution. Je me demandais quel effet ces nouvelles mesures avaient eu sur vos prévisions, sur vos calculs. Est-ce que vous les intégrez ou est-ce que c'est un apport important ou pas? Alors, on ne les intègre pas encore. Tu as raison, on ne les intègre pas encore dans nos calculs, dans nos prévisions. Il n'empêche que là, on vient de faire un bond, notamment avec un satellite qui s'appelle le Sentinel 5P. Il y a des mesures donc, de l'espace qui commencent à être publiées, notamment en dioxyde d'azote, qui sont absolument impressionnantes de qualité et de résolution. Et donc là, justement, toutes les équipes sont en train de se préparer à intégrer cette information de manière plus opérationnelle. Là, on ne le fait pas de manière opérationnelle dans Prévert, on le fait à partir de projets de recherche, on regarde, voilà. Mais c'est le futur. Et là, on est en train de se préparer justement à mettre en place des systèmes d'assimilation opérationnelle de ces informations quand on voit la qualité des observations du Sentinel 5P. Autre application, en revanche, on regarde beaucoup de l'espace, donc les panaches naturels de dust, de poussière. Aussi, justement, les feux de biomasse, ça nous donne quand même une indication sur les sources. Même si on ne l'assimile pas directement dans les modèles, on utilise quand même cette information pour comprendre, notamment en situation d'épisode de pollution, pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand c'est des situations un peu particulières. Mais c'est vrai que là, avec la génération qui arrive, je pense que dans les 5 à 10 années qui viennent, les données seront assimilées dans les modèles de façon opérationnelle pour les prévisions. Oui, bonsoir. En fait, j'ai 2 questions qui n'ont strictement rien à voir. Sur votre prévision donc, de réduction des consommations énergétiques, vous avez tout réduit, que ce soit le renouvelable, le nucléaire, etc. Est-ce que vous êtes intéressé à savoir combien on va quand même produire d'énergie au total? Parce qu'on est quand même plus d'1 milliard, enfin il y a plus d'1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité encore aujourd'hui. On est 7 milliards quand même, donc ça fait encore beaucoup. On prévoit quand même qu'il y a une forte tendance d'augmentation de consommation énergétique.
Alors, très honnêtement, là, dans le cadre de cette étude et de nos travaux, non, ce n'est pas nous qui faisons ça. Donc, ces projections, elles sont faites par des spécialistes, des spécialistes de l'énergie, des projections énergétiques qui prennent en compte ces paramètres, donc la consommation énergétique de la population partout dans le monde. Ils travaillent sur différentes hypothèses, différentes projections qui valent ce qu'elles valent. C'est vrai que nous, sur cette partie scénario énergétique, on a pris la référence, ce qu'on a jugé être la référence, ce qui est jugé comme une référence d'ailleurs généralement par la communauté. C'est vraiment l'état de l'art, ce Global Energy Assessment, et on n'a pas jeté un œil critique sur leurs travaux, c'est vrai. Là, on a pris les hypothèses telles qu'elles étaient. Bon, mais ce serait très bien si on change nos modes de vie, mais ça nécessite quand même un investissement de chacun important. Et une autre question qui n'a donc strictement rien à voir, est-ce qu'il y a un retour sur expérience sur notamment la circulation alternée? Je crois qu'Air Paris avait fait une petite étude là-dessus pour savoir sur Paris qu'est-ce que ça avait amélioré ou pas. J'avais cru comprendre que les voitures continuent de rouler quand même, donc elles roulent forcément ailleurs et ça continue de polluer l'air. Ouais, le problème, alors, en fait, c'est typiquement, là, pour le coup, des mesures très localisées, en effet, qui sont prises et qui ont donc des effets très localisés. On va diminuer, alors, ce qui ressort de ce type de mesures, c'est qu'on va diminuer les émissions de façon relativement significative, parce que malgré tout, même si, au moins là où la circulation alternée est en place, il y a moins de voitures, donc on diminue les émissions. Après, tout ça se dilue, donc l'impact sur les concentrations n'est pas forcément aussi élevé, c'est des gains de 1, 2%, 3%. Et après, il y a ce que vous soulignez, le problème, c'est aussi l'effet report, c'est aussi tout le problème lié à des politiques qui consisteraient à boucler en gros un quartier, une rue, sans prévoir ce qui pourrait se passer après. Si les voitures roulent à côté, en effet, globalement, ça ne sert à rien, puisqu'il faut quand même avoir une vision un peu globale de la politique. Moi, ces mesures, elles sont intéressantes, encore une fois, parce que tout ce qui contribue à réduire les émissions, notamment en situation de pic de pollution, c'est bien la philosophie, sont intéressantes. Après, il est clair que ça ne va pas être la solution miracle pour lutter contre la pollution atmosphérique. Si on veut lutter contre la pollution atmosphérique, il faut voir dans une vision de plus long terme, avec des mesures pérennes. À un moment, je parlais beaucoup de 2050 comme une limite des spécialistes, parce qu'en effet, à un moment, on va un peu arriver au bout de ce qui va avec nos modes de vie, finalement. Est-ce qu'on est prêt à ne plus utiliser du tout la voiture aujourd'hui ? Non. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. La mesure ultime, c'est ça. Alors bon, en effet, on commence à essayer d'éduquer les citoyens avec des mobilités douces, mais il faut quand même les accompagner. Il faut leur mettre des transports en commun propres à disposition. Et tant qu'on n'aura pas fait cette rupture, finalement, cette rupture un peu structurelle de nos villes, on aura un point de blocage. Parce qu'à un moment, il va falloir, si vraiment c'est la principale source de pollution, la voiture, il ne faut plus qu'il y ait de voiture. Et ça veut dire qu'on change de société. Est-ce que, pour enchaîner sur cette question, je vais enchaîner aussi, il y a certaines prévisions, certaines théories et des mouvements anti-écologiques qui se basent sur une prévision qui est le pic pétrolier, c'est-à-dire la fin, l'épuisement des sources de pétrole, du moins des sources pas chères de pétrole, et qui arriverait avant 2050, si je ne me trompe pas. Ou alors en 2050, en tout cas, c'est un effondrement de notre mode de vie, puisque sans le pétrole... Je rappelle que notre société est tout entière calculée sur le prix du pétrole, c'est-à-dire nous sommes tout à fait dépendants du pétrole aujourd'hui pour le fonctionnement de tous les systèmes sociaux, n'est-ce pas? Et donc la fin du pétrole, elle arrêterait, que l'on veuille ou non, je pense qu'elle arrêterait net
Bah oui, alors il y a aussi d'autres études qui disent que finalement on a encore un petit peu de temps et qu'avec l'exploration des pôles, eh ben, on va peut-être avoir des super opportunités. Donc je ne sais pas s'il faut attendre cette... Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la voiture, le véhicule électrique, par exemple. C'est voilà, le véhicule électrique, il n'émet pas un polluant atmosphérique. Par contre, on commence à se demander si finalement c'est une si bonne idée lorsqu'on va regarder la problématique globale. Parce que dans ce que je vous ai montré, quand même, vous avez vu que le choix énergétique, le mix énergétique jouait un rôle énorme. C'est-à-dire que finalement, les choix que l'on va faire en termes d'énergie vont impacter énormément après les enjeux de qualité de l'air. Et le véhicule électrique, eh ben, s'il est électrique, il faut lui donner de l'électricité. Et l'électricité, d'où elle vient, comment on la produit et comment on globalise la question, là, ça commence à être un problème qui monte dans les débats et on se demande si c'est une si bonne idée. Sur le pétrole, moi j'ai fait mes études dans la première partie des années 80 et on nous expliquait à l'époque qu'il y avait 30 ans de réserve. Donc ce chiffre de dire que dans 30 ans il n'y aura plus de pétrole, ça fait 30 ans qu'on nous le rabâche. Et dans 30 ans on dira la même chose. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, il n'est pas là. Les compagnies pétrolières vont continuer à chercher des ressources, quel que soit le coût et quel que soit le prix, et vont mettre tous leurs moyens pour nous le faire brûler. Il faut quand même garder en tête que pour tenir cette trajectoire de 1,5 degré de réchauffement, il faut laisser 80% des réserves d'hydrocarbures connues dans le sous-sol. Donc, tous ces discours sur le pic du pétrole qui approche et qu'on va s'en sortir parce qu'il n'y aura plus de pétrole, c'est un pipeau total et il ne faut surtout pas croire ça. Alors, Allô ? Oui. Alors, il y a des mouvements de transition écologique, ville en transition, dont toute la philosophie, c'est de se préparer à un effondrement, mais de se préparer bien et de choisir un autre, et de vivre tout de suite, de se préparer tout de suite à d'autres modes de vie. Mais c'est en imaginant qu'il n'y ait plus de pétrole. Et ça donne des idées pas mal intéressantes, puisque ce sont des collectifs qui se mettent en place pour vivre sans le pétrole. Donc c'est à ça que sert... voilà une façon de se servir de ce discours, que ce soit vrai ou pas, mais c'est une façon de se servir de cette information, pas tant pour vivre sans le pétrole, mais tout simplement pour faire une réelle transition écologique dans le sens de changer totalement les structures de la société. Voilà en quoi ce discours, vrai ou pas vrai, il est peut-être intéressant de faire comme si, peut-être. Oui, alors j'ai une nouvelle question qui est assez différente de ce dont on parle. Moi, je ne comprends pas très bien par rapport aux polluants, en fait, le devenir en fait des polluants, alors que ce soit les particules ou que ce soit les dioxydes d'azote, parce que j'entends que c'est dilué dans l'atmosphère, j'entends que la pluie va lessiver tout ça, mais c'est des polluants quand même qui s'accumulent, qui sont combustionés avec les années. Est-ce que ça pollue les sols ? Le fait qu'on ait de plus en plus de particules, est-ce que ça a quand même un impact sur les sols ? J'ai l'impression que les choses s'accumulent, qu'on dit que ça se dilue, que ça se lessive, mais je vois pas très bien comment ça peut disparaître. Ou, voilà, c'est un peu une question... voilà. Alors, ça dépend desquels, en fait. Ça dépend desquels. Il y a des polluants dont la caractéristique, c'est d'être des polluants persistants. Donc, les polluants organiques persistants, dont les pesticides font partie, donc des substances sympathiques. Alors, elles, pour le coup, une fois qu'elles sont là, pour s'en débarrasser,
En effet, ça disparaît pas comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, il y a quelques... Alors là, on change un petit peu, en effet, de l'air. Il y a quelques travaux, donc des mesures que l'on a menées dans les rivières, dans les sols, de ces polluants organiques persistants de pesticides. Donc de pesticides qui sont interdits depuis des années, puis qu'on continue à retrouver. Parce qu'en effet, ils ne se sont pas volatilisés, ils sont toujours là. Les métaux lourds, là aussi, une fois que c'est là, c'est bien là. Et donc, on sait également qu'il y a certains métaux lourds qui sont extrêmement nocifs pour la santé, et dont certains, justement, par ingestion. Donc, voilà, dans certaines zones françaises et puis européennes, on sait qu'il y a eu des problèmes de saturnisme qui étaient dus à la présence de plomb dans les sols. Voilà. Et donc là, en effet, ça ne disparaît pas. Après, il y a d'autres composés, ça dépend vraiment des composés chimiques, qui justement ne persistent pas, se transforment peut-être en autre chose, mais sont moins problématiques que les polluants que je viens de citer. Les dioxines sont par exemple un polluant très problématique. Alors bon, là, les autorités ont réussi à mettre en place des normes assez drastiques, par exemple pour les incinérateurs, mais par contre, dès qu'il y a un incendie quelque part, un incendie d'entrepôt, un incendie d'usine, là on est sûr qu'on va en garder la trace en termes de niveau de dioxine dans les alentours, dans les sols alentours, pendant plusieurs années. C'est vrai. Les particules ne s'accumulent pas à force, elles se transforment chimiquement. Hein. Elles peuvent se déposer, il y a de la chimie, il y a du réenvol, il y a tout un tas de processus qui fait que, je dirais qu'il y a tout un tas de particules. La particule en elle-même, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est certains composés dont on sait qu'eux, ils vont vraiment s'accumuler et rester dans le sol. Et c'est ces fameux polluants organiques persistants, les métaux lourds. Le benzoapyrène, on est aussi assez vigilant. Ça, c'est un vrai problème. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on risque d'en parler dans les années qui viennent. Oui, je voulais peut-être poser une dernière question, parce qu'il faudra finir aussi. Donc, si on revient un peu sur le point de départ, donc comment lutter à la fois pour améliorer la qualité de l'air et contre le dérèglement climatique. Alors, donc, je pense pour la qualité de l'air, on a beaucoup essayé de faire avec des mesures plus sur la technologie, sur certains sectoriels. Donc, on interdit certains types de voitures et pas d'autres. Alors, maintenant, si on regarde, et ça avec un certain succès aussi, pas parfait, il y a plein de problèmes, mais avec un certain succès. Mais maintenant, si on veut faire la même chose pour le dérèglement climatique, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il ne faudrait pas... Bon, c'est une question à la scientifique, mais à Laurence, la citoyenne presque aussi. Quelle est ton opinion? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer vraiment à un autre niveau, changer? On a parlé de mode de vie, de civilisation. Moi, je pense que de toute façon, à un moment, on va être obligé de passer ce stade, c'est-à-dire la mesure technologique ne sera pas suffisante. Alors, en effet, il y a différents moyens. C'est-à-dire que le citoyen va avoir, ce que je pense, un rôle à jouer dans ses habitudes de consommation, dans ses habitudes de transport, dans les choix de vie qu'il va faire. La ville va se reconstruire, c'est-à-dire que la ville, encore une fois, moi je suis persuadée qu'on ne pourra pas garder notre structure urbaine telle qu'elle est, si vraiment on a envie de politique ambitieuse, telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir en effet trouver un moyen de finalement rendre la ville, alors je n'ai pas envie de dire inaccessible aux voitures, mais du moins de proposer des alternatives aux citoyens de façon à ce que lui, il puisse faire cette démarche d'évolution de son mode de vie. Et là, ça va passer justement par des politiques très ambitieuses. Et ça, moi personnellement, je regrette de ne pas le voir plus que ça dans les choix politiques qui sont faits. Des politiques très ambitieuses en termes notamment de transport public, de transport en commun. Là, on habite tous dans la région, on est tous confrontés au problème du RER A, du RER B, machin, hein, et là, non, il faut faire une autre proposition aux citoyens.
Et enfin, moi, personnellement, c'est là-dessus que je mise, et ça serait efficace et pour le changement climatique et pour la pollution de l'air. Ouais. Bon, c'est peut-être le mot de la fin, voilà. Merci beaucoup Laurence pour toute pour la conférence, tout le débat. Merci le public aussi. Comme toujours, il y a restez là une seconde, s'il vous plaît. Il y a quelques annonces à faire. Donc la première, donc